Bonjour, on aborde maintenant la seconde partie de ce vidéo sur le cours de VHDL. Donc cette partie va porter sur les signaux et les types de signaux en langage VHDL. Alors on commence par une définition. Un signal, c'est une grandeur qui peut exister après le processus de synthèse. Ça veut dire que c'est une grandeur que l'on va pouvoir trouver dans le composant, alors qu'on trouvera dans le composant, sauf s'il y a eu un processus d'optimisation et de simplification qui a été mis en œuvre. Mais l'idée, c'est qu'un signal, c'est quelque chose qui, si on ne le simplifie pas, est observable à l'intérieur du composant. Donc c'est une grandeur physique à part entière. Donc les entrées-sorties et entrées-sorties de l'entité que nous avons vues dans la vidéo précédente, ce sont des signaux externes. Alors pour déclarer un signal à l'intérieur de l'architecture, on effectue la déclaration entre les mots-clés architecture et begin. On utilise pour ça le mot-clé signal. Ensuite, on vient donner un nom au signal. Deux points, on précise le type du signal. Et ensuite, deux points égales, on peut donner une valeur initiale pour ce signal. Donc les signaux en VHDL sont systématiquement typés, donc à l'image de ce qu'on connaît en C, en C++, en Java. C'est même un typage qui est un typage fort, qui impose un contrôle strict, et qui impose également des fonctions de conversion ou de surcharge d'opérateurs pour passer d'un type à un autre. Donc je ne pourrais pas en VHDL affecter un signal d'un certain type à un autre signal d'un autre type. Il faudra impérativement le faire en utilisant une fonction de conversion de transtypage. Il y a un respect des types qui est vraiment très strict. Alors on s'intéresse tout de suite aux différents types de données qui vont être utilisés en langage VHDL. Alors on commence par le type bit. Ce type bit, il peut prendre deux valeurs, 0 ou 1. On remarquerait que ces valeurs, elles sont écrites entre simples cotes. Donc il faudra se souvenir que quand on utilise une information binaire ou une information, je dirais, scalaire, elle devra s'écrire entre simples cotes. Alors ce type bit, en réalité, il est peu utilisé parce qu'il est insuffisant pour la synthèse et la simulation quand on cible des CPLD, FPGA ou des SOC. Alors, une idée simple pour introduire cette idée d'insuffisance, pour ceux qui ont quelques connaissances en logique, mais en logique on utilise très souvent des portes 3 états, et ces portes 3 états, elles conduisent justement à un troisième état à la sortie, qui peut être l'état haute impédance, noté Z. Donc ici, ce Z, on voit bien qu'il n'existe pas quand on est sur un type bit, et c'est là une des insuffisances de ce type bit. On va trouver le type booléen. Donc le type booléen, c'est deux valeurs possibles, true, false, et c'est le type de référence pour les structures conditionnelles. Chaque fois que je calcule une condition, à chaque fois que j'ai le résultat d'une condition, c'est systématiquement un booléen. Et donc une condition, elle est soit vraie, soit fausse en VHDL. Alors un type de référence en VHDL, quand on effectue de la synthèse pour des composants logiques, c'est le type std logique, qui possède trois valeurs qui ont un sens physique, c'est-à-dire 0, 1, ou Z pour la haute impédance dont on a parlé tout à l'heure. Et puis après, on va trouver d'autres valeurs qui vont être utiles pour la simulation. Alors voir la description dans des descriptions qui ne mènent pas forcément à une synthèse vers l'implémentation d'un composant. Alors U pour non initialisé, X pour un résultat inconnu. Et puis après, on trouve des résultats qui sont des résultats liés à la simulation. Et puis un tiret pour signifier que la valeur n'a pas d'importance. Donc nous, principalement, on aura surtout affaire aux valeurs 0, 1 et Z. Alors d'autres types en VHDL, les types logiques et vectoriels. Alors ils sont assimilables à des tableaux d'éléments d'un type scalaire. Donc les types vectoriels, ce sont des tableaux. Donc le std logic vector, c'est un vecteur de std logic. Alors si par exemple on considère A de type std logic vector, std logic vector, on va lui donner une dimension puisqu'il s'agit d'un tableau, et on dispose pour ça de ce qu'on appelle un range pour pouvoir donner cet intervalle. Donc ici 3 donne tout 0, pour préciser que finalement A de 3 qui va se trouver ici sera le bit de poids fort de ce vecteur A. A de 0 qui va se trouver à droite, ce sera le bit de poids faible
du vecteur A. Le 3 donne tout 0 provient du fait qu'on part de 3 ici et on descend jusqu'à 0. On peut voir un autre exemple avec par exemple un B de type stdlogic vector 1 to 4. Donc cette fois-ci les indices sont numérotés de façon croissante. B de 1 c'est le poids fort, c'est celui qui se trouve à gauche. B de 4 c'est le poids faible qui se trouve à droite dans le cas présent. Alors on notera que le poids fort il est toujours à gauche. Et également que les signaux représentant des données numériques, donc codées en binaire, alors qui peuvent être codés sur n bits, eh bien doivent être déclarés sur le format qui a été vu ici, avec du stdlogic vector n-1 donne tout 0. Donc une information, par exemple un entier non signé que je code sur n bits, eh bien je le décrirai sous la forme d'un stdlogic vector n-1 donne tout 0. Alors ces stdlogic vectors, ils possèdent un inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas typés. Enfin, ils ne sont pas typés, pardon. On ne précise pas si on a affaire à des données qui sont codées en signé ou en non signé à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle VHDL utilise d'autres types qui sont définis dans la bibliothèque numérique STD, que sont les bits sign et unsign, qui sont également des vecteurs de stdlogic, mais qui vont avoir une caractéristique intéressante, c'est qu'on saura comment sont représentées les données dans les vecteurs correspondants. Un vecteur de unsigned, eh bien ce sera un vecteur qui représentera un entier non signé. Un vecteur signed, ça représentera un entier signé. Donc pour ça, je vous renvoie à un cours sur la numération des données, donc qui sort du cadre de cette leçon sur le VHDL. Alors le passage vers les entiers, bien sûr, il est facilité par des fonctions de conversion disponibles dans la bibliothèque numérique STD et on verra tout un cours sur les conversions à proprement parler. Alors il y a également des types mathématiques. Le integer qui est un type entier de référence. Alors il est sur 32 bits par défaut, parfois limité à 32 bits sur certains simulateurs. Alors bien sûr il existe des fonctions de conversion qui permettent de passer des integers au signed ou unsigned. Alors par voie de conséquence, on peut faire des conversions avec des stdlogic vectors, mais ce n'est pas la méthode de base. Alors on dispose d'un mot-clé range qui va permettre de spécifier l'intervalle de valeur d'un entier. Donc par exemple ici, on déclare un signal de type B, qui sera un entier, avec un intervalle de valeur possible allant de 0 à 20. Alors la conséquence, c'est qu'au moment de la synthèse, le logiciel va limiter le nombre de bits utiles pour pouvoir coder l'entier B correspondant. Donc de 0 à 20, eh bien on aura 5 bits d'utilisés pour le codage de cet entier. Par défaut, c'est 32 bits, donc si on ne précise pas d'intervalle de valeur, le logiciel de synthèse imposera un entier sur 32 bits. Alors on dispose également de sous-types de ce type integer, donc le natural pour les entiers positifs ou nuls, positive pour les sous-types d'integer qui seront des entiers positifs. Alors on ne les utilise pas de façon commune, mais par contre ils apparaissent régulièrement dans des bibliothèques ou dans des packages, donc c'est intéressant de les connaître ces types. Et puis à titre d'information seulement, il existe un type réel, pour le codage de réel en virgule flottante, donc simple précision, donc c'est la norme I3E 754. Donc pour ça, je vous renvoie à nouveau vers un cours de numération. Et des types caractères et chaînes de caractères, donc char, string, à nouveau cité juste pour information, qui sont très souvent utilisés au moment de la simulation, quand on veut faire apparaître des commentaires, ou quand on veut donner un compte-rendu de la simulation au travers d'un fichier, par exemple. Alors, on voit maintenant concrètement comment on peut déclarer des signaux. Donc les signaux, signaux internes, on a dit qu'ils se déclaraient dans l'architecture entre les mots-clés architecture et begin. Donc là par exemple on déclare un signal A de type stdlogic. Donc ni plus ni moins qu'un signal binaire. À noter une chose importante, c'est qu'en VHDL, les identificateurs, donc que ce soit des signaux, des variables, des process, des fonctions, entités, boucles, architecture, etc., doivent systématiquement commencer par une lettre. Et ils peuvent ensuite contenir des lettres, des chiffres et des caractères underscore.
Notez également que VHDL n'est pas sensible à la casse, donc que j'écrive A en majuscule ou en minuscule, il ne fera pas de différence. Alors sur une ligne, on peut également déclarer plusieurs signaux. Donc ici, différents signaux de type STD Logic. On peut déclarer un STD Logic et l'initialiser en même temps. Alors cette initialisation, elle a du sens, hein, elle signifie que au moment de la configuration du composant programmable, eh bien la bascule associée, quand il s'agit d'une bascule, sera initialisée à 1. Donc autre signal, cette fois-ci sous une forme vectorielle, donc compteur H, ce sera un vecteur 9 donne to 0, donc un vecteur donc de STD Logic codé sur 10 bits. Un 10 STD Logic. Bien sûr, ce vecteur, je peux l'initialiser au moment de sa déclaration, et cette initialisation, elle se fait alors ici, puisque c'est un vecteur, avec une structure un petit peu particulière, hein, qu'on appelle un agrégat, et cet agrégat va me permettre d'initialiser tous les bits du vecteur en une seule fois en quelque sorte, mais surtout de façon finalement indépendante de la taille du vecteur, puisque c'est toujours la même structure, hein, others, avec ce signe d'implication 0 qui fixe à 0 l'ensemble des bits du vecteur. Et on continue sur les types de déclaration de signaux. Ici, deux signaux opérande 1, opérande 2 qui sont à nouveau des vecteurs, donc que j'ai initialisé d'une façon différente, mais avec un inconvénient, c'est que finalement là il faut connaître précisément la dimension du vecteur, et on verra que dans certaines situations la dimension du vecteur on ne l'a pas forcément. Alors pour terminer, un signal ici que j'ai appelé afficheur 7 segments qui regroupe un ensemble de STD Logic sous la forme d'un vecteur avec une numérotation différente, hein, de 1 jusqu'à 7. Alors on va trouver également la possibilité de déclarer des entiers. Donc ici x et y bien, sont des entiers dont l'intervalle a été limité à 0 jusqu'à 1023. Donc des entiers qui finalement seront codés sur 10 bits. Alors on peut également définir des constantes. La définition des constantes, elle obéit à la même écriture que ce qu'on a fait pour des signaux, avec la nécessité d'imposer une valeur initiale, hein, puisque ce sont des constantes, la valeur initiale c'est également la valeur finale, donc il faut l'imposer. Et pour nommer les constantes, moi je vous recommande d'utiliser des majuscules pour les noms qui peuvent apparaître dans cette constante, et des underscores pour séparer les différents mots qui constituent le nom de la constante. Alors, une remarque importante, on a utilisé un opérateur d'égalité ici pour initialiser les différents signaux, pour initialiser, fixer la valeur des constantes. Cet opérateur d'affectation, c'est le 2 points égal, donc à distinguer de l'opérateur égal qui en VHDL ne désigne pas l'affectation commencée, mais correspond à un test de condition, hein, où on teste simplement une égalité. Donc dans ce langage VHDL, on a bien distingué l'égalité et l'affectation. Alors on s'intéresse maintenant aux opérateurs en VHDL, et pour commencer, bien sûr, l'opérateur d'affectation pour les signaux. Cet opérateur d'affectation, c'est le inférieur égal, hein, ça désigne bien une flèche qui va de la droite vers la gauche, et ici, j'applique donc cet opérateur d'affectation sur le signal ici, nom du signal, et je vais lui affecter la valeur correspondant à l'expression, qui sera donc à la droite de l'opérateur d'affectation. Donc sous réserve d'être défini pour les types que l'on utilisera, eh bien on va trouver des opérateurs logiques, le AND, le OR, le XOR pour le exclusif, le NOT qui est un opérateur unaire, donc pour lequel on utilise généralement des parenthèses pour pouvoir donner l'opérande, et puis ensuite NAND et NOR, bon, qui sont quand même peu utilisés. On peut trouver des opérateurs arithmétiques, donc pour les types integer, signed et unsigned. Alors, on trouve des bibliothèques qui permettent d'utiliser les opérateurs arithmétiques pour des STD Logic vecteurs, ce que je ne recommande pas, puisqu'on dispose de types qui sont vraiment précis à ce niveau-là, hein, les types signed et unsigned, et dont on verra par la suite comment les utiliser pour pouvoir effectuer des calculs arithmétiques en ayant au départ des STD Logic vecteurs comme fourniture. Donc les opérateurs de base, hein,
l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le mode modulo, rem le reste, donc reste de la division entière. On va trouver également un opérateur de concaténation. Donc cet opérateur de concaténation, il nous permet de mettre bout à bout des std logiques par exemple pour former des std logiques vecteurs, ou des std logiques vecteurs pour former de plus gros std logiques vecteurs, des chars, des strings. Et pour finir, des opérateurs relationnels, donc pour les types integer, signed et unsigned, avec inférieur, supérieur, inférieur ou égal. On voit que dans le contexte d'une condition, bien ce inférieur ou égal se comportera bien comme inférieur ou égal et pas comme une affectation. Le supérieur ou égal, le égal et le différent de. Notez la différence par rapport au C, où l'opérateur différent de se note /égal. Alors des exemples rapidement. Exemple d'affectation à partir d'une simple équation logique. On utilise ici l'opérateur not et l'opérateur and. Cette fois-ci, une affectation avec l'utilisation d'un opérateur de concaténation. Je prends donc E3, E2, E1 qui sont, et E0 qui sont des std logiques et je les assemble pour former un vecteur de std logique. Donc entrée qui est un std logique vecteur tel qu'il est décrit ici, avec std logique vecteur 3 donne tout 0. Donc le résultat de la concaténation, eh bien, si E3 égale 1, E2 égale 0, E1 égale 0, E0 égale 1, eh bien, ce sera un vecteur qui aura la valeur 1, 0, 0, 1, vecteur noté entre double cote, puisqu'il s'agit d'un vecteur. Alors on peut également extraire un bit unique à partir d'un vecteur et l'affecter vers un std logique simple. De la même façon, on peut extraire un vecteur à partir d'un vecteur. Donc ici, je prends le opcode de 15 jusqu'à 11, donc ce qui correspond à 5 bits du vecteur opcode, que j'envoie dans le vecteur instruction, instruction dont on voit ici qu'il est effectivement bien défini sur 5 bits. Et bien sûr, je peux faire des calculs sur des entiers, on en a déjà parlé. Par exemple, P reçoit X fois Y. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour présenter les types en VHDL. Donc par la suite, on va voir comment on peut effectuer une description structurelle en langage VHDL. Donc je vous rappelle que ce cours il correspond à ce qui est présenté à l'IUT de Nantes au travers de la formation du master ITI qui a ouvert cette année. Merci d'avoir suivi cette vidéo.